Bonjour à tous, déjà pour commencer, ce sera déjà un bon début. Pour ceux qui découvrent cette vidéo par le pire des hasards, je vous informe, vous n'êtes pas tombé sur la meilleure. Cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, ne va pas être très drôle. Mais elle va être très vraie. Le 24 novembre 2019, je sortais ma toute première vidéo. C'est quoi la casse? À l'époque, quand j'ai fait cette vidéo, c'était histoire de redorer l'image de la casse. Parce qu'à ce moment-là, la situation de garage c'était pas la fête. Là, comme vous voyez dans le titre, à l'heure actuelle, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Avant de vous raconter la fin de l'histoire, on va peut-être commencer par le début de l'histoire. Aujourd'hui, cette histoire que je vais vous raconter, c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de toute une famille, ma famille, et ça depuis 4 générations. Cette vidéo risque de pas intéresser grand monde, mais pour moi, il était important que je la fasse. Installez-vous confortablement et ouvrez bien vos esgourdes. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful. Ça, c'est moi. Je suis né le 15 mars 1995, à Échirolles. J'ai un grand frère, Chris, un geek invétéré, mais quand il faut mettre la main à la pâte, généralement, il fait pas semblant. Et deux petits frères jumeaux. Steven, qui est mon chef d'atelier, qui pour le coup pèse un peu dans le game, faut le dire, le mec c'est pas un guignol. Et Jason, qui est mon dépanneur. Un mec incroyablement déterminé, avec une gueule à la hauteur de sa détermination. Autant dire que tu sais quand il est là. Ah oui, et c'est aussi le sosie de la boiserie. Alors, elle t'intéresse ou pas l'auto? Et ma petite sœur Elodie, la petite princesse à fort caractère. Et pour le coup, on a eu cette chance incroyable de tous grandir à la casse. Quand en temps normal tu es en primaire et que la maîtresse te pose la question de ce que tu souhaites faire plus tard, certaines répondent pompier, policier, médecin, vétérinaire. Nous, la réponse, elle était unanime. On veut faire comme papy, mon grand-père, François Dava, dit Jeannot. C'est lui qui nous a transmis la passion de la bagnole, mais surtout celle de la casse, qui lui-même avait repris l'affaire de son père, même si au commencement, il travaillait plus sur des engins agricoles que sur des voitures. Mes frères et moi, on a eu la chance de faire nos premiers pas directement dans le cambouis. C'était vraiment la belle époque. C'était également l'âge d'or de la casse. La ferraille se vendait à prix d'or, et le marché de l'occasion tournait à plein régime. Et surtout une époque où l'automobile était quelque chose de plus simple et accessible. Bref, à ce moment-là, c'était vraiment le bon vieux temps, le temps du garage d'Ava. Mais dans le début des années 2010, tout allait changer, avec un courrier. Ce courrier, il venait de la mairie d'Échirolles. Pour faire simple, la mairie souhaitait raser la casse pour faire des habitations. Après, ils nous ont pas forcé à vendre, mais disons qu'ils m'ont pas laissé le choix. Selon leurs mots, vous voulez pas vendre? Ok, pas de souci. Mais par contre, personne ne rentre, personne ne sort. Donc, ouais, ils ont quand même forcé un peu la main. Bon, ce dit en passant, ça fait déjà plus de 15 ans et il y a toujours pas un seul immeuble qui a poussé. Bref, et du coup, il fallait qu'on trouve une solution. À ce moment-là, mon grand-père avait pris sa retraite, du coup, c'est mon oncle qui tenait la baraque. Et l'idée, c'était de faire construire quelque chose en dur. On allait trouver un joli emplacement sur Sassenage, faire un bâtiment tout goudronné, propre, carré quoi. Sauf que la mairie de Sassenage a refusé le projet, ça leur intéressait pas d'avoir une casse. Parce que l'image des casses au sein des mairies, c'est pas ce qu'ils aiment le plus. Pourtant, on a besoin de casses d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, faire construire, pas possible. Il nous restait une dernière solution. Mon oncle tombe par hasard sur une annonce où on apprend que pièce auto est à vendre. Et ben allons voir ça. Du coup, on tombe sur l'annonce de pièce auto. Et oui, effectivement, c'est un énorme potentiel. Il y a plus de 1 hectare de terrain, des grands bâtiments, du stock, des ponts. C'est... Ouais, ça peut faire rêver. À savoir que l'ancien propriétaire
qui est un malin, on va dire, ou un enculé, ça marche aussi, a fait visiter à cette époque-là ma mère et mon oncle un samedi où l'entreprise était fermée. Et bien sûr, il leur fait visiter et il leur montre ce qu'il a envie de montrer. Quand on est arrivé à la pièce auto, que du coup on a pris possession des lieux, enfin du moins du fonds de commerce, sur 8 ponts élévateurs, seulement 2 marchaient. Donc je dis ah, merde, ça c'est pas cool. Bon, tu vas voir au niveau de l'électricité. L'électricité, plus rien n'allait. L'électricité c'était plus aux normes, donc du coup, comme moi je fais venir mes ponts à moi qui sont en 380 en triphasé, bah je peux pas les brancher. Ça disjoncte tout, il n'y a rien à faire. À savoir que sur le terrain c'était des putains de montagnes russes, hein, il y avait des trous de partout. Et il s'avère que même si t'avais beau faire ce que tu veux, on avait mis du Balthazar, passé au rouleau compresseur, quelque chose de bien quoi. On avait casqué, réellement. En fait, il n'y avait rien à faire, il y avait une source d'eau qui passait en dessous, et quoi qu'il arrive, bah, en fait, avec les roues des engins, ça s'affaissait. Donc en fait, tu balances 3 fois, tu fais venir des boîtes pour mettre du Balthazar, et il n'y a rien qui se passe. Goudronner, je pouvais pas parce que je mets où mes bagnoles. Donc c'était un gros bordel, et on est resté 6 ans. 6 ans là-bas. Bon, je dis pas que c'était tout mauvais, hein, parce que vu que j'étais encore jeune, que je travaillais pas, et mes frères non plus, on a fait potentiellement pas mal de conneries. Bref, ce qui s'est passé en 6 ans, c'est qu'en fait, ça a été de pire en pire. Tout simplement. Tout simplement, on a acheté une ruine, et à savoir que ce beau potentiel, même si c'est de la merde, il se paye. Et il se paye très, très, très cher. Je peux pas vous dire les chiffres officiels. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a pour juste le loyer. Donc, rajoute tes charges, sachant qu'il y a... on était au moins 5, 6, 7, il me semble. Je sais plus du tout. Ouais, on était un peu nombreux. Donc, imagine aussi les... toutes tes... Merde, comment on appelle ça? Toutes tes charges, tout simplement. Ça fait un putain de billet. Au final, pièce auto, on est resté 6 ans là-bas. Mon oncle, qui était le responsable à ce moment-là, le grand gérant, a investi énormément d'argent de sa poche. Et pour ça, je n'oublierai jamais ce que tu as fait, tonton. Merci à toi. Et du coup, au bout de 6 ans, le propriétaire est arrivé comme une fleur en mode je vais vendre le terrain, est-ce que vous voulez le racheter? La réponse est non. Jamais de la vie. Donc du coup, on prend la décision de déménager. Et ça va coûter encore un bon billet. Que tu déménages chez toi, ça va te prendre une semaine, grand max, temps de récupérer les derniers meubles que tu as oubliés. Normalement, c'est très large. Contrairement à un week-end, tu te démerdes. Déménager une casse, ça prend 3 mois. Parce que le problème de déménager, c'est que tu ne peux pas arrêter ton activité. On peut pas arrêter l'activité du jour au lendemain et dire vas-y, on se met tous sur le déménagement. Je dis non, il faut rentrer de la thune d'une manière ou d'une autre. Il faut se démerder. Et surtout que là, je déménageais pour quelque chose de beaucoup plus petit, voire 3 fois plus petit. Et du coup, ça fait que mes 1 hectare que j'ai derrière avec toutes mes voitures à détruire, je peux pas les ramener. Mais je peux pas les laisser non plus. Donc du coup, ça fait qu'il a fallu détruire toutes les voitures qu'il y avait. Le stock, on s'est pris 1 mois à l'avance à faire un énorme tri, à quasiment tout jeter à la poubelle. Parce que je pouvais pas tout ramener, c'était pas possible. Parce que là, j'avais passé de 1000 m² de stockage à 200 m². Donc, voilà. Chaud. Pareil pour le terrain. Quand t'as plus de 1 hectare et tu passes à 200 m² de parc où tu peux ranger, aller, on va dire, 60 voitures, alors que de l'autre côté, j'en avais au moins 340.
Voilà, c'est un peu le bordel pour le coup. Ça a été comique à faire. Du coup, on prend possession de ce nouveau lieu, donc c'est-à-dire que déjà, il faut démonter là-bas pour ramener sur le nouveau local, monter tes racks, faire ton électricité, installer tes ponts. Ça nous a pris à peu près 3 mois. Et du coup, la première année, ça se passe tant bien que mal. Le truc, c'est que le déménagement a coûté une couille. Autant dire que quand tu regardes tes comptes en banque, c'était pas un découvert de 100 balles. Hein. C'était. Tu rajoutes peut-être 2 zéros en plus. Voire même un peu plus d'argent en négatif. Surtout que ce qui est très con, et ça, je pense que tous les pros qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle, quand tu tombes sur un conseiller qui est un tête de con, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot, et que l'ancien conseiller était très bien, et que du jour au lendemain, mais un connard qui connaît rien à ce que tu fais, c'est très chiant parce que le mec, en fait, des fois, il dit ouais, non, mais pas de soucis, monsieur Pardon, pas de soucis. Et en fait, le mec il a fait sa tête et il a décidé de ne pas vouloir t'aider. Au contraire, il a décidé de t'enterrer. Arrivé à la fin de l'année 2019, en octobre précisément, en réunion d'urgence. Et là, ça a été la décision la moins drôle que mon oncle a été obligé de prendre parce que, à savoir qu'on travaille presque en famille à ce moment-là, et il doit prendre la décision de devoir se mettre en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est quoi ? En fait, arrivé à un stade, c'est l'État qui va t'offrir le choix. Et encore ça, c'est quand tu as de la chance, tu as le choix. Soit tu te mets en liquidation, on arrête tout, on arrête les frais là, parce que tu as accumulé trop de dettes au niveau des banques ou au niveau d'autres. Ou soit tu passes en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est vraiment la dernière carte à abattre quand tu n'as vraiment plus le choix. Le redressement judiciaire, il se passe dans deux cas. C'est soit il est imposé, soit c'est toi qui le demandes. Parce que oui, tu peux demander un redressement judiciaire. Dans le cas où il est imposé, tu as aussi imposé un mandataire. Un mandataire, c'est une personne qui va suivre tous tes comptes. À partir de ce moment-là, en fait, tu n'es plus maître de tes comptes. Si tu as un truc à dépenser, tu es obligé de demander l'autorisation au mandataire qui va valider le paiement au niveau de la banque. Donc, dans le cas à nous, c'est ce qui s'est passé et pour faire des sous, il faut déjà ne pas en dépenser. Et pour ne pas en dépenser, il faut faire des économies. Et dans les entreprises, la plus grosse économie à faire, c'est sur la masse salariale. Ça a été très dur, la première rotation judiciaire, parce que à ce moment-là, c'était mon oncle qui était là. Et surtout que, vu qu'on travaille quasiment seulement en famille, à ce moment-là, j'avais un magasinier qui était extérieur, un démonteur et ma secrétaire qui ne faisait pas partie de la famille. Le reste, j'avais mes deux frères, ma mère, l'ex-copain de ma mère et moi. Donc nous, on était 5 de la famille, contre 3 personnes qui sont étrangères à la famille. Donc, mon oncle savait très bien que la secrétaire, on ne peut pas s'en débarrasser, on a besoin d'elle. Mon démonteur, j'ai encore à peu près besoin de lui. À ce moment-là, on avait besoin de lui. Et un vendeur, il y avait déjà ma mère et son ex-copain, donc du coup, l'ex-copain, ciao, sayonara, sans rancune. Et malheureusement, il restait encore 2 personnes à virer, enfin, à licencier. Il restait encore 2 personnes à licencier. Donc le magasinier, tant pis, on fera magasin nous-mêmes. Et il reste une personne encore à licencier. C'était forcément un de mes frères ou moi. Donc du coup, ça a été mon petit frère Jason. Donc ça fait un peu mal quand tu dois choisir qui reste, qui part. C'est pas drôle pour mon oncle. Je souhaite à personne que ça arrive. Surtout quand vous travaillez en famille. Bref, du coup, ça fait que ça a été vachement dur. La période de réadaptation, ça avec que 3 personnes en moins. Parce que du coup, moi, je repassais magasinier, il fallait que je me débrouille à remettre de l'ordre dans ce bordel. Et du coup, par rapport aux redressements judiciaires, c'est toutes tes dettes, ensuite, sont gelées. Donc, les banques, c'est gelé, tes fournisseurs, c'est gelé. Personne n'a le droit de venir de réclamer des sous. Eux, tout ce qu'ils vont faire, normalement, ils vont recevoir un courrier justement du mandataire qui dit voilà, Dava vous doit combien, t'envoies ça, eux ils te payent, merci, au revoir. Tu le fais pas, dans ton cul. Du coup, pendant 6 mois, minimum, attention minimum parce que ces périodes peuvent être renouvelées, pendant 6 mois minimum, cet organisme va surveiller du coup ta trésorerie, tes chiffres,
et voir si ton entreprise est viable. Est-ce que ça a été une mauvaise passe? C'est pas ça, c'est des choses qui arrivent. Voir si c'est viable ou pas. Si c'est viable, et bah tu reprends une activité normale. Si c'est pas viable, tu passes en liquidation. Alors, du coup, le progressement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de créer la chaîne YouTube et de faire ma première vidéo. C'est quoi la casse? C'est bon, c'est garé. Histoire de faire un peu de pub. Bon, manque de bol, à ce moment-là, j'avais que 10 abonnés sur la chaîne. C'est compliqué de faire de la pub quand tu es un grain de sable sur YouTube. Aujourd'hui, je suis pas déçu parce que la vidéo, elle a quand même fait des vues. Donc je me dis sur les au moins 6000 personnes, il me semble, je crois. Je suis content que 6000 personnes l'ont regardé et qu'ils ont fait des choses. C'était vraiment le but premier, c'était vraiment de la vulgarisation pour expliquer un peu comment ça marche. Bref, revenons au garage. La fin de l'année se passe bien. Jusqu'à là, pas de soucis, on rentre dans la trésorerie, nickel, pas de problème. Arrivé mars, il y a un truc qui se passe, un effet de mode là, je crois que ça vous parle, ça veut dire quelque chose. Tu sais, un truc avec le masque. Ah oui, la putain de Covid de tes morts. Voilà. Putain de pandémie de merde. Donc, par chance, nous, on a réussi à survivre à la première vague parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais une masse de bagnoles. On avait en plus encore en faire. Donc, du coup, on a fait énormément de ferraille et ça nous a permis de survivre à la première vague de Covid. Les choses se passent, surtout qu'en plus, c'était un peu con au niveau de la législation par rapport à ça. C'est que les garages, on avait le droit de travailler. Mais faire réparer sa voiture n'était pas un truc essentiel. Donc les clients n'avaient pas forcément le droit de venir. Ouais, non, mais ça nique une tête. Ça, jusque-là, pas de surprise. Donc, première vague, ça se passe de justesse. Hein. Honnêtement, pas mentir, c'est. C'était sur le fil du rasoir. Hein. Et petite pensée pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu cette chance-là. Et deuxième vague, et c'était mort. Le mandataire nous appelle et me dit ça sert à rien, vous n'allez pas réussir. L'État on n'aura pas assez d'aide, ça ne marchera pas. Donc du coup, l'entreprise passe en liquidation. Alors, savoir que la liquidation n'a pas été immédiate parce que vu que nous, les salariés, quand on était dedans, on avait la possibilité de reprendre l'entreprise, on était prioritaire par rapport à ça. Si on voulait faire un rachat d'entreprise, et évidemment, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a souhaité racheter l'entreprise avec ma mère qui aurait été du coup la présidente de l'entreprise et ses enfants, ses associés. Donc voilà, on restait toujours en famille, c'était le plus important. Et surtout qu'on souhaitait garder la même équipe, sauver les emplois, quelque chose de bien. Je vais vous faire un vite débrief de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait quand tu vas pour reprendre l'entreprise, déjà la liquidation, le dirigeant doit aller au tribunal. Donc la liquidation et la reprise, c'était au même moment. C'est juste que la liquidation, c'était seulement mon oncle qui était concerné. On a attendu facilement un quart d'heure derrière la porte de la salle d'audience. On est rentré et c'est la première fois que je voyais mon oncle avec une tête pareille. Mon oncle venait se faire massacrer par le tribunal pendant 15 minutes. Il s'est juste fait bolosser la gueule et tu pouvais rien dire. Nous on est rentré, par chance du coup, le mandataire qui nous suivait, qui était pour justement, lui qui a donné un avis favorable à la reprise. Et du coup en fait quand tu rentres dans le tribunal, c'est pas comme quand tu te fais condamner quand tu as fait un délit, t'as ton juge et d'autres personnes sur le côté. En fait quand tu rentres dans cette salle d'audience là, il s'avère que du coup tu as 3 juges, un procureur. Dans le cas nous, il y avait notre mandataire et notre liquidataire. Le liquidataire, ses intérêts, c'est juste l'intérêt des créanciers. Hein. Toi, ta personne, tes valeurs, il les prend et il se branle avec. Waouh, c'était vraiment. C'était un. Ouais, non, non mais c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, ça a été un peu la merde parce que on a eu un juge qui était mitigé mais pas contre. Une qui me dit comment vous allez réussir avec la même équipe. Ce qui en soi est un raisonnement qui est pas faux. Sauf que là en fait on avait commencé à trouver la bonne organisation, sauf que c'était trop tard. Bref.
Un procureur qui honnêtement qui a eu foi en nous et qui était super gentil et qui je pense que c'est la personne la plus humaine que j'ai vue dans cette salle d'audience. Notre mandataire qui du coup nous a suivis, qui était favorable, qui pour lui le projet est viable. Et le liquidataire qui, lui honnêtement, franchement, c'est la première fois que je voyais un mec pareil. Le mec, il était posé sur le banc comme ça en mode, ouais bah, oh franchement frère, mais tu voyais que franchement ça le faisait chier, ça le faisait vraiment chier. Bon à l'heure actuelle, à mon avis, il doit être plutôt content. Bref, du coup, on a réussi à recréer l'entreprise, enfin du moins, on a réussi à remonter l'entreprise, mais cette fois sous le nom de Dava Auto-Distribution. Donc voilà, c'était notre garage, ma mère, mes frères et moi. Surtout ma mère, c'était la PDG. Sauf que on va faire 2-3 petites erreurs. Alors, il faut savoir que quand on a racheté le garage en fait, dans le cadre de la pièce d'occasion, c'est des pièces qui se vendent à une telle valeur, ou telle valeur, c'est toi qui l'as défini. Mais c'est pas un produit, on va dire, qu'un prix d'achat réel. Autant quand tu gères une boutique de vêtements, ton vêtement, il a un prix d'achat. Après, c'est toi qui définis sa valeur de vente. Mais dans le cas, nous, il n'y a pas de prix d'achat. Donc, en résumé, mon stock, ça vaut rien et tout à la fois. Mais principalement rien, en fait. C'est juste des fois des amas de plastique ou des amas de ferraille. Donc, au limite, tu peux juste espérer récupérer la ferraille. Donc, ton moteur, tu vas en tirer, allez, grand maximum 50 € à la ferraille. Et encore, je donne de la marge, parce que ça fait pas autant. Avant la période de liquidation, un commissaire-priseur était venu pour évaluer le stock, regarder tout ce qu'il y avait, le matériel, et donner une valeur au bien. Ce bien, du coup, on a racheté le matériel, les stocks, récupéré le bail pour 20 000 balles. Alors déjà de base, on n'est pas forcément beaucoup d'économies à gauche, et là, en 3 mois, il fallait qu'on trouve 20 000 balles, sinon il n'y avait pas de reprise. Sinon, c'était merci, au revoir. Donc ça a été chaud. On a tous mis nos économies perso qu'on avait, mais moi j'ai mis les économies de ma conjointe et les miennes dans un seul projet qui aujourd'hui... voilà, bref. Du coup, on réussit à acheter la casse, tout va bien. Et première erreur qu'on a fait, et du coup j'en profite pour donner des conseils, ne faites pas cette même erreur que nous on a fait. On a voulu absolument récupérer nos anciens fournisseurs. Le problème, c'est qu'on leur laissait un peu une carotte de plus de 10 000 € pour certains. Et en fait, c'est l'erreur qu'on a fait. On n'aurait pas dû. On aurait dû passer à autre chose. Parce qu'en fait, ces fournisseurs, on ne les a pas payés officiellement. C'était une dette qui était un peu officieuse. Mais le problème, c'est que si je ne paye pas cette dette, il ne fallait pas qu'on retravaille ensemble. Première erreur que j'ai fait, ça a été ça. Deuxième erreur qu'on a fait, et qu'on a dû faire bien plus tôt, c'est que avant que la guerre en Ukraine éclate, en fait, dans beaucoup de cas, on se fait pas chier réellement à revaloriser les matières. Je sais que nous, il y a une époque, en fait, tu prenais toute la merde qui traînait, les boulons, les vis, tu balançais dans la bagnole, et ça partait directement au platinage. Le platinage, alors, je vous parle, ça vaut 200 balles la tonne. Il y a un temps, quand on faisait ça valait 90 €. Donc autant dire que ça ne valait rien du tout. Et aujourd'hui, enfin malheureusement pas au bon moment, on a commencé à vraiment bien trier, que ce soit les disques, les faisceaux, alu, fonte. Et c'est quelque chose qui est dommage que j'aurais dû faire bien plus tôt avant, ça en aurait surtout sorti de la merde. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce qui s'est passé aussi, c'est que aujourd'hui, si on est dans cette situation-là, j'ai eu 2-3 petits problèmes avec mon propriétaire. Je peux pas rentrer dans les grandes lignes parce que ça reste confidentiel. Ce qui est passé, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, il avait trouvé le moyen de nous foutre dehors sans indemnisation. Que tu veux, quand tu es propriétaire d'un bâtiment comme ça, que tu souhaites virer tes locataires, tu dois leur trouver un autre local équivalent à ce que tu as là et payer le déménagement et les frais engendrés. Donc autant dire que mon propriétaire n'avait pas envie de déménager une casse. Et moi non plus, j'avais pas envie de déménager une casse. J'ai eu des retards de loyer. Loyer que j'ai réussi à réguler un peu plus tard. Mais en fait, il s'avère que ce filou, ou ce fils de pute plutôt,
avait trouvé le moyen d'enclencher quelque chose qui était bien plus grand et que nous on ignorait. Et en fait, sauf qu'on a compris, il était déjà trop tard. En résumé, aujourd'hui, mon propriétaire a réussi à me foutre dehors. A failli réussir à me foutre dehors. Et pour éviter ça, on s'est mis en début d'année en redressement judiciaire volontairement. En fait, c'était surtout pour stopper cette procédure, parce que sinon, à 2 mois près, la casse a été fermée depuis bien longtemps. Et il s'avère que du coup, cette fois-ci, pas de mandataire. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je ne paierai pas. Ah si, ce que je voulais dire par contre, quand tu es en redressement judiciaire, tu dois ouvrir un nouveau compte en banque dans des banques spécialisées. Dans ça c'est un détail. C'est juste par contre, chez eux, tu n'as pas droit à 0 découvert. Si t'es découvert, t'es mort pour de bon. Stop, ça s'arrête là. Bref, je ne suis pas découvert. Je fais de la trésorerie. Je paye mon propriétaire. Et redressement judiciaire dit tribunal. Alors, première fois, quand tu lances un redressement judiciaire, tu vas la première fois au tribunal, ça s'est très bien passé. Deuxième fois, on est allé à 1 mois de l'audience. Mon liquidateur donne un avis favorable pour la reprise. Là, il n'y a pas de mandataire, donc j'ai juste mon liquidateur avec qui je dois rendre des comptes. On se casse le cul comme jamais. Honnêtement, on est tous fatigués, que ce soit mes frères, moi, ma mère, on est claqués. On fait de la trésorerie comme jamais, on fait moins plus de 10 000 euros de trésorerie. Donc on est refait. Ma mère passe au tribunal. On n'est pas refait. Non, pour résumer dans les grandes lignes, ma mère est venue juste pour se faire cracher dessus à la gueule, d'un point de vue au sens figuré. Ce qui s'est passé, c'est que les juges n'ont pas été les mêmes que la fois d'avant. Au contraire, ça a été cette fois, ma mère m'a expliqué que là on est sur 3 bons gros connards de juges qui n'ont rien voulu écouter. Avec notre avocat, maître, je sais plus son nom, qui est un mec en or, je vous mettrai son nom juste là, je vous le recommande. Et mon comptable, monsieur Grégory Lachkar, très bon comptable, je vous le conseille aussi, qui sont cassés le cul à faire des dossiers béton comme jamais. Les chiffres étaient là, noir sur blanc. Les comptes étaient tout au vert, il y avait de la trésorerie. On avait même expliqué comment on travaillait avec sur un véhicule lambda, tout ce qu'on avait vendu, tout ce qui nous restait encore en stock, les ventes potentielles. Quelque chose de vraiment bien. Je veux dire, si c'était un exposé à l'école, t'aurais 20 sur 20 quoi, quelque chose de carré. Ces gros bâtards n'ont même pas ouvert le dossier. Et du coup, le liquidateur a parlé pendant plus de 20 minutes où les mecs, ils ont bu ses paroles, il n'y a pas d'autre mot. Et notre avocat, quand il a voulu parler, toutes les 30 secondes, on lui coupait la parole en mode dépêchez-vous, on a d'autres dossiers encore. Frère, je m'en bats les couilles de tes dossiers. C'est une entreprise qu'on parle, c'est une famille que tu fous à la porte. Non, on s'en bat les couilles, d'accord, on s'en bat les couilles. Donc du coup, malheureusement, c'est... Bon, je vais pas en faire une je vais arrêter de faire la pleureuse, parce que malheureusement, je suis pas le seul dans ce cas-là. Parce que me disait mon avocat, malheureusement, c'est pas la première fois que je vois des injustices pareilles. Enfin, lui nous le dit personnellement, c'est pas la première fois que je vois ça. Et c'est vraiment très rageant, parce qu'en fait, on vient littéralement chier sur ton boulot. Par des gens qui ne te connaissent pas. C'est très, très, très rageant. Bref, du coup, ce qui se passe, c'est que là, aujourd'hui, où je tourne, on est le vendredi, je sais plus quel jour. Putain, je me fatigue, c'est pas grave. Et il y a de ça 2 jours, j'ai reçu du coup la réponse du tribunal. Et ce qui devait arriver est arrivé. L'entreprise passe en liquidation. Donc malheureusement, en fait, voilà, c'était cette vidéo juste pour dire que c'est la dernière fois que vous voyez ce décor-là. Parce que je pense que d'ici lundi, je ne pourrai plus remettre les pieds. Aujourd'hui, il nous laisse un petit peu de délai pour qu'on récupère nos effets personnels. Et malheureusement, c'est pas la fin de la chaîne, c'est la fin de quelque chose de bien plus grand. La chaîne continuera à exister, mais c'est la fin de toute une histoire. C'est que ça va un peu mieux parce que j'ai essayé de tourner cette vidéo hier, ça a été dur de pas chialer. Surtout quand j'ai ma copine qui m'envoie un message juste après. Je t'aime, je suis avec toi. Ouf, ne pleure pas. Reste fort, reste digne. Bref. Ce que je voulais surtout faire, je voulais vous expliquer, pour moi c'était important parce que derrière la caméra, non, derrière cet écran,
Je sais qu'il y en a qui vont regarder, qui sont aujourd'hui, qui sont des clients à moi, qui ne comprennent pas comment c'est que le garage est fermé depuis bientôt 2 jours. Je tenais à remercier aussi les garages du coin, parce que étrangement, en fait, où je suis, même sur 100 mètres, on est 3 garages, et les 2 gars, que ce soit Chartreuse Dépannage, tonton, t'es un amour, je n'oublierai jamais. Pareil pour toi, tonton Mick, change pas, reste comme tu es aussi. Merci aussi à mon fournisseur Vedol, avec qui je travaille beaucoup, et que si la chaîne a un peu plus d'engouement, j'aurais bien aimé essayer de faire des petits concours pour faire gagner votre vidange. Mais bon, ça, son garage, ça va être compliqué à faire. Et merci à tous ceux qui suivent cette vidéo jusqu'au bout. Il y a tous ceux qui suivent la chaîne, et il y a tous mes clients qui me regardent. Et je crois que j'ai fait le tour des remerciements. Bon. Ah si, on va faire une fin stylée.